Angle de vue, votre émission de 45 minutes s'intéresse aujourd'hui à la situation qui prévaut au Togo depuis maintenant plusieurs mois. Eh bien, la coalition des 14 partis d'opposition est toujours déchaînée. Les consultations entamées par le gouvernement avec différents partis politiques en vue de la tenue d'un dialogue ne rassurent toujours pas les opposants. Au contraire, ils crient de plus belle. D'ailleurs, la coalition d'opposition composée de 14 partis a décidé de boycotter ces discussions alors que le gouvernement va examiner les points de vue recueillis au cours de ces consultations. L'opposition a tenu une plus grande démonstration de force samedi. La rencontre des chefs d'État de la CEDEAO en est la motivation pour surtout attirer l'attention sur la situation au Togo. Crise politique, quelle porte de sortie possible au Togo? Voilà donc le premier thème de cette édition. Nous parlerons également de la Guinée-Bissau où le président José Mario Vaz a proposé l'ouverture d'un dialogue sur la crise qui secoue son pays. Peut-on par là espérer une voie de sortie de crise dans laquelle est embourbé son pays depuis la destitution en août 2015 de son premier ministre Domingos Simoes Pereira? Mais là aussi, l'opposition se braque et rejette la proposition de dialogue. Guinée-Bissau, ouverture de dialogue, un espoir de sortie de crise. Voilà donc les deux sujets qui vont meubler notre émission du jour. Le développement dans un instant. Et justement, pour débattre de ces deux sujets suscités dans l'introduction, nous avons deux invités sur ce plateau avec nous. Je vais citer Heribert Label Adjovi. Il est spécialiste des questions internationales. Bonjour Heribert. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Mais moi aussi. Alors également, deuxième invité sur ce plateau, il a nom Antoine Chakran. Il est expert consultant en géopolitique. Monsieur Chakran, bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir également de vous avoir. Plaisir partagé. Alors justement, vous avez bel et bien suivi les points à débattre dans cette édition. Premier débat, donc c'est parti. Crise politique, quelle porte de sortie possible au Togo? Vous le savez déjà, la crise au Togo, cela fait maintenant 3 mois. Est-ce que cela ne commence pas par se faire long? Heribert Label Adjovi. Mais vous avez raison, quand on voit la situation qui prévaut dans ce pays, ça fait quand même longtemps que ça dure. Et puis, depuis ces 3 derniers mois, on se demande quand sera la fin. Parce que vous savez très bien que la première manifestation qui a eu lieu le 3 août, c'était pour lancer les couleurs ou pour montrer au gouvernement du président Faure Gnassingbé que l'opposition est capable de représenter une alternative crédible à son pouvoir. Et puis, à partir du 19 août, beaucoup de manifestations avec de violence, puisque si l'opposition se met dans la rue, le lendemain, c'est le parti au pouvoir, l'UNIR, qui se met également dans la rue. Et puis, on a vu qu'il y a eu beaucoup de dégâts matériels, beaucoup également de violence, y compris des morts. On se rend compte quand même que le Togo gère cette situation depuis très longtemps. Si on peut raccourcir les choses, si les deux parties peuvent arriver à fumer le calumet de la paix, ça serait une bonne chose. Alors, monsieur Antoine Chakran, est-ce que vous trouvez déjà la crise longue au Togo? Écoutez, 3 mois, ce n'est pas peu. C'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure monsieur, mon cher ami d'en face. Heribert Label. Heribert Label. Oui, le Togo, vous savez, ce qui se passe aujourd'hui ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a un passé, je dirais, historico-politique complexe, difficile. Dites-nous. N'oubliez pas la gestion arbitraire et, si on peut le dire ainsi, dictatoriale du père. Du père de l'actuel président. Alors, un président qui, par le passé, avait justement refusé tout dialogue, ou du moins, il avait mystifié, si on peut le dire ainsi, qu'il avait masqué. Un père président qui ne voulait du tout pas un partage de pouvoir, qui avait régné de maître sur le Togo. Alors donc ce qui se passe aujourd'hui, moi je dis, cela ne m'étonne pas parce que c'est déjà prévisible. Mais je crois que 3 mois de manifestations, de contestations, 3 mois d'émeutes, si on peut le dire ainsi, c'est trop pour ce pays qui justement a besoin de retrouver ses lettres de noblesse. Alors je crois que les forces
en tout cas d'opposition et la partie en tout cas présidentielle doivent absolument trouver un compromis. Lequel compromis permettrait en tout cas de redorer un temps soit peu le blason du Togo sur la scène internationale. Alors, tenue de dialogue réclamé par la communauté internationale, le gouvernement semble vouloir répondre à cet appel, donc raison pour laquelle le gouvernement a lancé cette semaine même des consultations avec des partis politiques. C'est déjà, comment vous trouvez la démarche ? Oui, vous parlez des consultations qui devaient démarrer mardi dernier, bien sûr. Mardi 12 décembre. L'opposition estime que le gouvernement ne peut pas jouer le rôle et de juge et de parti. Concrètement, l'opposition estime que c'est aux négociateurs, notamment ghanéens et guinéens, de jouer ce rôle-là, puisqu'il s'agit de faire des consultations préliminaires pour savoir qui doit venir à ces assises, quels seront les thèmes débattus et autres. L'opposition estime que le pouvoir est mal placé pour jouer ce rôle. Ce qui est important à comprendre dans cette situation, c'est que nous sommes dans un pays où, pendant longtemps, plus de 50 ans, on n'a eu que 2 présidents. Gnassingbé Eyadema, feu président, et puis son fils, Faure Gnassingbé. Et nous savons tout ce qu'il y a eu durant toutes ces décennies. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec le fils, il y a eu quand même, ça ne peut pas être la même méthode puisqu'il est relativement plus jeune que le père, mais l'opposition demande un certain nombre de choses aujourd'hui pour qu'il y ait un véritable dialogue, puisque notamment le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, refuse de participer à ces négociations préliminaires, d'abord parce que le gouvernement, ils estiment, l'opposition estime que ce n'est pas au gouvernement de jouer ce rôle, mais également ils demandent un certain nombre de préalables, notamment le retour à la constitution originelle du 14 octobre 92. Qui concerne la limitation des mandats. Et également, non seulement la limitation de mandats, mais un scrutin à 2 tours aussi. Ils veulent la révision du cadre électoral. Et y compris le vote des Togolais de la diaspora. Mais à ces revendications se sont ajoutées de nouvelles revendications, comme également demander au gouvernement d'arrêter, c'est les propos de l'opposition togolaise, d'arrêter les arrestations, des intimidations et des arrestations éventuelles d'opposants, et également de permettre à ce que le droit constitutionnel qui consiste à manifester, notamment sur toute l'étendue du territoire togolais, soit respecté. Maintenant, de l'autre côté, le gouvernement estime qu'il a quand même manifesté de la bonne foi, puisque un bon nombre ou la quasi-totalité des détenus des manifestations publiques de ces derniers mois, ainsi que ceux qui ont été détenus suite à l'incendie des 2 marchés, là, le marché de Lomé et le marché de Kara, ont été libérés. Il ne faut pas oublier également que les imams, que ce soit de Bafilo et également de Sokodé, ont été libérés. Donc, des actions quand même qui il y a des efforts. Voilà, des efforts de la part du gouvernement, mais l'opposition estime que c'est pas assez et que surtout que ce n'est pas au gouvernement de préparer les rencontres préliminaires. C'est là où la situation s'enlise. Alors, Monsieur Antoine Chakran, l'opposition a réclamé un certain nombre, exigé, je dirais, un certain nombre de choses, dont on a parlé tantôt, limitation, et aussi démission du président, entre autres. Alors, comment vous trouvez quand même? C'est une démarche, non? Le gouvernement voudrait, à commencer par des consultations, veut montrer sa volonté d'essayer que la crise s'arrête. Écoutez, c'est déjà très bien que le gouvernement ait pris l'initiative de rencontrer en tout cas la partie opposition. C'est fondamental. Et dans les jeunes États démocratiques, c'est des efforts louables. Le gouvernement togolais a estimé qu'il est grand temps, comme le disait tantôt, de mettre un terme à la catastrophe économique et humaine qui aujourd'hui gangrène le pays. Donc il a fait des pas positifs. Il a décidé de rencontrer la partie opposition pour qu'il y ait un compromis absolu autour des enjeux du développement. Alors, comme le disait tantôt mon ami, vous savez, je comprends en partie, en tout cas, l'inquiétude de l'opposition. Oui, pourquoi? Parce que, déjà, elle s'estime, en tout cas, lésée
ce n'est pas au gouvernement d'admettre en tout cas une certaine une démarche qui permettra à long terme de sortir le pays de la crise. Mais vous êtes expert en géopolitique. Dites-nous, c'est quoi la démarche normale dans ces cas-là? En fait, moi, j'estime pour ma part que c'est déjà très positif que le gouvernement ait pris cette initiative. Pourquoi? Parce que c'est d'une manière ou d'une autre au pouvoir central de tout pays de faire le pas en termes de négociation. Alors, pour ce qui concerne donc les experts internationaux qui viendront justement, en tout cas, appuyer les fronts de paix, c'est alors aux deux parties. Et s'il n'y a pas de dialogue, il ne peut quand même pas avoir un compromis autour des experts qui viendront justement négocier. Donc, moi, je crois, j'estime pour ma part, qu'une fois que le gouvernement, en tout cas, a pris l'initiative de convoquer en tout cas cette rencontre, de discuter, de dialoguer, l'effort est louable. Et je crois que la partie opposition doit en tout cas prendre cette responsabilité si réellement elle veut aussi en tout cas que le pays, que le Togo sorte de l'ornière. Alors pour ce qui concerne en tout cas les lois fondamentales, ce qui concerne en tout cas la révision du code en tout cas, électoral au Togo, c'est normal, c'est dans tout pays démocratique. Même au Bénin, par le passé, il y avait la classe opposition qui avait estimé que bon, en fait, il faut réviser un peu le code électoral, faire en sorte que les Bénins nous laisseraient vote. N'oubliez pas le dossier au Bénin, les années 90, justement. Alors, aujourd'hui que le Togo, en tout cas, estime, en tout cas, l'opposition estime qu'il est temps, il est grand temps que notre pays aussi emporte le pas aux grandes nations démocratiques, je crois que c'est une fois louable. Mais reste à savoir si réellement le gouvernement va accepter les compromis. Parce que ce n'est pas à l'opposition d'imposer un code de conduite, mais c'est au gouvernement, à travers un compromis absolu dans l'espace CEDEAO. Alors, avec le niveau qu'a atteint la crise quand même au Togo, est-ce qu'on peut dire, parce qu'il y a une initiative du gouvernement de commencer des consultations dans le cadre d'un dialogue, il y a l'opposition qui en grande partie a boycotté, je veux citer les 14 partis politiques qui constituent la coalition donc, au Togo, qui fait la résistance. Est-ce que l'opposition a bien fait de boycotter ces consultations quand même? Parce que les consultations se sont tenues. Il y a eu des partis politiques qui ont accepté ces consultations-là. Mais vous savez bien que lorsqu'on va à des négociations, à quelques heures des négociations, et même dans le cadre, puisqu'on n'est que dans le cadre des négociations préliminaires, des rencontres préliminaires, en attendant des négociations effectives avec les facilitateurs guinéens et ghanéens, chacun essaye de montrer qu'il a de la base derrière et qu'il représente une force, importante. Et cela, c'est un élément important lorsqu'on analyse la géopolitique. Je crois sincèrement que dans le cas d'espèce, l'opposition se retrouve dans une situation où elle est obligée de faire un peu de la surenchère, puisque le peuple qui est dans la rue depuis notamment le 19 août demande, sinon exige le départ, vous l'avez dit tout à l'heure, du président Faure Gnassingbé. Alors qu'il faut se rappeler qu'en 2015, lorsque le président Faure Gnassingbé était réélu, la communauté internationale a estimé que les élections étaient libres, transparentes. Donc, il doit aller au bout de son mandat en 2020. Maintenant, l'opposition, en tant que classe politique, exige qu'il y ait une transition au Togo, et qu'au terme de cette transition, que le président Faure Gnassingbé ne se représente pas à la présidentielle. Ça pose un problème. Ça pose un problème puisque le projet de révision constitutionnelle actuellement qui doit passer par référendum, puisque, rappelez-vous, en mi-septembre, il y avait ce projet-là dans la suite des échauffourées que le gouvernement a envoyé au Parlement, l'opposition a boycotté. Voilà. Donc, vous vous rendez compte, si on vote, on va au référendum et que cela passe, il y aura limitation de mandat. Maintenant, l'opposition demande à ce que cette limitation de mandat soit rétroactive, ce qui ne s'est jamais passé. Mais on est dans les rapports de force. Ils estiment que ce n'est pas depuis 2005 que Faure Gnassingbé est là, mais il est là depuis 67, c'est-à-dire qu'il est... Depuis son père. Voilà, depuis son père. Et donc, qu'il faudra tout cumuler, ça fait 50 ans pour la même famille. C'est compliqué, mais je pense que objectivement, ce qui se fait aujourd'hui, c'est juste de la surenchère de part et d'autre pour montrer qu'on représente une force en présence, et que lorsqu'on sera aux négociations, on pourra alors rabaisser les enchères, parce que de toutes les manières, aucun d'eux n'a intérêt à ce que le Togo s'embrase, puisque l'essentiel, c'est que quand même le peuple ait vraiment la paix et le pain s'il le faut. Et on a bien l'impression, et ça on peut le dire,
on peut le dire, au niveau des libertés fondamentales, on peut dire qu'il y a à revoir, mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses que le président Faure Gnassingbé a fait au Togo. Maintenant, oui, le paix, mais les gens estiment aussi qu'il faut qu'il y ait la liberté. Alors, crise au Togo, Monsieur Antoine Chakran, le gouvernement a quand même mené ces consultations, ces discussions avec des partis politiques qui ont accepté d'aller à ces discussions. Les résultats sont là, le gouvernement a recueilli des points de vue. Que pensez-vous que ces points de vue pourraient servir à faire? D'abord, je voudrais revenir un peu en arrière, si vous le permettez, rapidement. Oui, allez-y. Tout à l'heure, quand vous parlez de l'opposition, vous savez, dans tout État démocratique, il y a deux types d'opposition. Il y a l'opposition radicale et l'opposition modérée. Oui, l'opposition modérée a accepté le compromis. C'est-à-dire qu'elle a accepté tout au moins aller sur la table des négociations avec le gouvernement. C'est un pas positif, salutaire. Alors, l'opposition radicale a dit non. Pourquoi? Parce que justement, elle a estimé que ce n'est pas depuis 2005 que Faure est au pouvoir, mais depuis 2067. C'est-à-dire que c'est comme si le Togo est devenu une principauté, justement, où le pouvoir, en tout cas, est héréditaire, de père en fils. Ah, mais c'est un leader dont l'opposition estime que c'est inadmissible, inconcevable et inacceptable. Oui, je partage le point de vue. Mais une fois que le président a été élu sur la base constitutionnelle, démocratique, sur la base des élections démocratiques, il est de bon ton, dans tout État démocratique, qu'il a, en tout cas, au bout de son mandat électoral, d'une manière ou d'une autre. Alors maintenant, si elle estime, en tout cas l'opposition estime que non, il faut asseoir une transition, on va dire non. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Le Togo ne peut quand même pas, à l'heure où je vous parle, en tout cas s'estimer aller sur une transition politique. Parce que c'est vrai, il y a la crise économique, c'est vrai, il y a peut-être quelques difficultés en termes de réforme institutionnelle, c'est normal, dans tout pays, jeune d'État démocratique, mais transition, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. En tout cas, le Togo n'a pas encore atteint ce niveau-là de crise économique et politique pour asseoir une transition politique digne de nom. Donc, je crois que ce n'est pas possible. Alors, maintenant, pour ce qui concerne la question que vous avez posée, relative à une porte de sortie... Les points de vue recueillis lors des consultations. Oui, écoutez, vous savez, pour le moment, il n'a pas encore donné, je dirais, un chiffre cohérent en termes de point de vue. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore mis à la disposition de la presse un point de vue, je dirais, objectif, dans la mesure où les consultations se poursuivent encore dans les coulisses. Alors, et le gouvernement a estimé justement que tant que toutes les parties ne seront pas en tout cas associées à cette cause, parce que c'est une cause nationale après tout, une cause togolaise, tant que toutes les parties ne seront pas en tout cas associées à cette cause, il n'aura pas question donc, de trouver ou de parler de partenaires qui viendraient en tout cas apporter leur touche à la crédibilité de ce processus-là. Donc par conséquent, j'estime pour ma part que oui, c'est vrai, il faut une sortie de crise, mais une crise absolument qui perdue et une crise qui paralyse le pays, l'économie, la stabilité institutionnelle, et que par conséquent, les forces opposition en tout cas s'entendre, trouver un compromis pour que justement abattre ce processus, donc le pays retrouve un peu sa stabilité et que dans la sous-région, c'est un pays, c'est vrai, en parlant de la dictature, en parlant de pouvoir arbitraire du président Faure et Adema, mais c'est un pays où il y a, en tout cas, je dirais, une fleur d'âge en termes de jeunesse, en termes d'innovation. Et c'est ce pays-là qui joue encore. C'est un peu fondamental, madame. Écoutez, c'est le président Faure qui est aujourd'hui le président de la CEDEAO. Oui, en plus. Vous savez, ce n'est pas rien quand on fait donc, des analyses géopolitiques. Il est tenu de respecter les compromis, en tout cas d'ordre régional. En tant que président de la sous-région, l'espace CEDEAO, c'est un espace économique et politique, et c'est lui qui préside cet espace-là. Je crois que même si, dans les faits, on observe en tout cas une certaine retenue de la part du président Faure Adema, dans les coulisses diplomatiques, il n'est pas exclu que la force, en tout cas la CEDEAO, exerce sur lui une pression. C'est d'ailleurs pourquoi, quand j'ai appris la démarche donc, du gouvernement par rapport à cette, je dirais, consultation, j'ai dit, ce n'est pas seulement la volonté du président ou du gouvernement, c'est aussi une force d'oppression de la CEDEAO, les présidents de la sous-région qui ont dit, attention, il est grand temps que vous asseyez autour d'une même table pour trouver un compromis à cette crise-là. Alors, Héribert Label Adjovi, on a comme impression qu'on est en train de faire du surplace, parce que là, l'opposition ne démord pas, le gouvernement entreprend des démarches, on trouve que c'est pas au gouvernement de mener ces démarches-là, qui ne peut pas être jugé parti. Comment est-ce que cette situation pourrait se décanter?
Mais cette situation... Parce que là, l'opposition reste campée sur sa position. On ne sent pas un bémol. Non, mais cette situation va assurément se décanter, rassurez-vous, puisque de toutes les manières... que ce soit les partis de l'opposition, que ce soit les partis qui ont une position radicale ou les partis d'opposition modérée, ils sont tous des Togolais, de la même manière que le gouvernement en place. Donc, dans ce sens-là, et on sait que le Togo n'est pas seul dans cette histoire. Le président Faure, il est président d'exercice de la CEDEAO, il était notamment au Ghana, en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il est important que l'on en arrive très très rapidement à un dialogue politique. Nous savons aussi que les représentants des 14 partis politiques de l'opposition étaient les 21 et 22 novembre 2017 à Paris pour y rencontrer le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé. Oui. Donc, et nous savons très bien les pressions de la communauté internationale et notamment plus précisément de Paris. Paris qui constitue quand même un levier important puisqu'on est dans un pays francophone. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet aujourd'hui qu'il y ait les manifestations libres qu'on a sur l'étendue du territoire. N'oubliez pas les arrestations notamment des imams et autres. Donc on peut dire quand même qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation où le président Faure lui-même, il sait que pour diriger le pays, il faut qu'il amène un minimum de dialogue. Et on sait également que l'opposition politique est fatiguée de l'enlisement de la situation. Et ils savent très bien que la foule exige beaucoup et peut-être trop, et qu'il faudra quand même donner au moins un minimum de garantie. C'est pour cela qu'ils font de la surenchère. Ça peut se comprendre lorsqu'on va à des négociations. Je pense que le gouvernement est dans son bon droit d'organiser des rencontres préliminaires, mais maintenant, il va falloir que très très rapidement les facilitateurs, notamment guinéens et ghanéens, fassent leur travail afin que les deux parties se retrouvent autour de tables de négociation. Chacun fait de la surenchère maintenant de façon concrète par rapport à la situation qui s'impose. Ce ne serait pas pour la première fois que malgré qu'on ait un gouvernement qui est en train de faire évoluer son mandat, qu'il y ait une transition parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train d'assister à la conférence nationale, on veut assister à la conférence nationale bis au Togo. On peut dire, puisque si aujourd'hui on parle du retour à la Constitution de 1992, ça voudra dire que c'est ce qui devrait être fait depuis qui est en train d'être fait. C'est-à-dire l'histoire est têtue. Maintenant, ce n'est pas forcément ça. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'on permette au président, parce que justement, il a un mandat qui court depuis 2015, qu'il aille jusqu'en 2020. Et s'il y a le référendum constitutionnel, qu'il se représente éventuellement, mais justement, une fois encore, il est arrivé à plusieurs reprises. Il est arrivé à plusieurs reprises qu'un président devrait se représenter. Et ça ne s'est pas passé. N'oubliez pas, pas plus tard, pas plus loin qu'il y a quelques mois, au Burkina Faso, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Voilà, et d'autres cas. Ça dépend du degré de confiance que l'opposition, ou plutôt que le peuple, a en son chef. On pourrait dire ainsi, Antoine Chakran. Oui, écoutez, par rapport à la transition politique, je veux encore insister là-dessus. Je dis, oui, il faut une transition politique, mais le Togo n'est pas encore à l'heure de la transition politique. Parce que quand on fait des analyses politiques, soyez un peu prudents. Il y a donc des facteurs, des indices qui obligent ce qu'on appelle la transition politique. Crise économique, crise politico-institutionnelle, crise sociale. Le Togo n'est pas encore à ce stade-là. Pourquoi? Parce que le président a été élu sur les bases, en tout cas, constitutionnelles. Premier aspect. Alors, pour revenir, vous savez, moi, je ne voudrais quand même pas qu'on fasse trop de détails à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que les revendications aujourd'hui de l'opposition togolaise ne sont pas seulement d'ordre, je dirais, institutionnel. C'est-à-dire que la limitation du mandat de notre président, c'est qu'on ne veut plus la tête Faure et Adema à la tête du pouvoir. Je m'excuse. On ne veut plus que M. Faure continue à exercer la fonction de président à la tête du Togo. Absolument. Parce qu'on se dit que c'est comme si c'est un clan qui dirige le pays. Il faut le dire, depuis 1967, papa est là, papa a terminé, maintenant c'est le fils qui est là. Donc,
la première motivation de cette manifestation, à mon humble avis, c'est d'abord de faire partie de la dynastie Eyadema de pouvoir. Pour ce qui concerne maintenant les démarches entreprises par le gouvernement, je répète, elle est salutaire. Et Faure, aujourd'hui, est conscient que si éventuellement il ne respecte pas les engagements de la CEDEAO, les engagements de la communauté internationale, ils vont le lâcher. Ils sont le lâcher, c'est la catastrophe interne. Qui en a besoin? Le Bénin, un peu limitrophe? On a déjà de problèmes ici. Non, n'oubliez pas, les démarches entreprises par notre président, M. Patrice Talon, est-ce que ce sont des démarches officielles? D'une manière ou d'une autre, il faut dire que... Nous savons que dans les coulisses, il y a des démarches qui sont menées. Mais d'une manière ou d'une autre, il est allé à Lomé, il a rencontré les deux parties, c'est-à-dire, en tout cas, un poids politique international, il faut le dire ainsi. Il y a aussi la France, comme le disait tout à l'heure mon ami, qui aussi, de manière indirectement ou indirectement, en tout cas aussi, se met dans cette affaire-là, parce que c'est une ancienne puissance coloniale. Il y a la CEDEAO qui est là. Et n'oubliez pas ce qu'a dit le président en exercice de l'Union africaine à Paris, Alpha Condé. Il dit, la crise togolaise est une crise commune. Nous sommes tous concernés par la sortie de la crise. C'est-à-dire que la CEDEAO, l'Union africaine, travaille en synergie d'action. À la force opposition maintenant d'écouter non seulement la voix de la communauté internationale, mais accepter de compromis d'abord à l'interne, parce que c'est d'abord une cause togolaise. C'est une crise togolaise. C'est l'avenir du Togo qui est en jeu. Si l'opposition aujourd'hui refuse, en tout cas, c'est là que l'opposition radicale refuse de trouver un compromis avec le gouvernement central, je crois que c'est elle qui paie. Parce que le gouvernement va se renforcer. Parce qu'il peut dire, attention, nous, on a fait des démarches à notre niveau, il fait un rapport à la communauté internationale, et il y a les experts qui sont là, qui ont témoigné. Nous, on a fait un effort à notre niveau, c'est à l'opposition maintenant de faire aussi, c'est pas. Si ce n'est pas le cas, je crois que ce serait déplorable. Mais je crois que pour ce pays-là, je crois que le pays-là a longtemps souffert d'instabilité économique et politique, et il est grand temps que et l'opposition et le gouvernement, je crois que le compromis soit trouvé pour que le Togo retrouve un peu la stabilité et la paix, pour que les belles bases d'une, je dirais, émergence économique soient scellées. Alors, Heribert Label Adjovi, cette crise au Togo, est-ce que vous ne pensez pas qu'il suffirait que le président Faure fasse une promesse, rassure l'opposition qu'il va partir du pouvoir à la fin de son mandat? Peut-être que c'est de ce genre de choses qu'attend l'opposition. Parce qu'on ne lui fait pas confiance. On ne pense pas qu'effectivement, à la fin de son mandat, il partira. Oui, et il y a certainement des indices, puisque le RPT est devenu UNIR, elle a depuis 50 ans, 50 ans, ne l'oublions pas, premier aspect. Deuxième aspect, l'armée togolaise est d'abord l'armée du parti, même si aujourd'hui, il y a le multipartisme au Togo. Troisième aspect, et ça c'est tout à fait normal, on va à un dialogue politique, tout peut se passer. Et là, je dis, contrairement à ce que mon débatteur dit, lorsque vous allez à des négociations de ce genre, tout peut arriver. Et le président Faure doit être suffisamment fatigué de cette situation où toutes les semaines, il est obligé d'assister à des mouvements de foule. Et que la communauté internationale insiste pour que les gens aient le droit de le faire. Puisqu'on a ouvert les négociations préliminaires le mardi, mais déjà le mercredi et le jeudi et le vendredi, les gens étaient dans la rue. Pour un gouvernement, ce n'est pas bien. Pour un chef d'État, ça lui donne de l'insomnie. Et je pense que le président Faure Gnassingbé, plus que tous les autres, plus que l'opposition, en tant que le chef de l'État, a besoin de rassurer. Et je crois que ce qui serait déjà important, c'est qu'on aille vite. Ces négociations préliminaires, c'est du bon droit du gouvernement. D'ailleurs, il est important d'insister que, quoi qu'on dise, durant, on peut dire, les 12 ans que le président Faure Gnassingbé a présidé aux destinées du Togo, beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan infrastructurel, en général sur le plan du développement ont été faites. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il faudra maintenant solder les comptes du passé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un peu comme si on faisait la deuxième partie de la conférence nationale togolaise. Et dans ce cadre-là, on peut aboutir à beaucoup de choses. On peut aboutir à ce qu'il y ait une transition qui ne veut pas forcément dire que le président Faure Gnassingbé ne va pas se représenter. Mais ça peut déboucher aussi sur le fait qu'on dise il faudrait qu'on trouve
trouve au sein de UNIR, Union pour la République, le parti au pouvoir, quelqu'un d'autre, autre qu'un fils de feu président Gnassingbé Eyadema, pour présider aux destinées du Togo. Ça peut déboucher sur ça. Maintenant, si il est possible qu'il soit toujours candidat, puisqu'on est quand même dans le cadre d'une élection présidentielle et d'une élection démocratique, et que normalement, à moins qu'on soit dans une situation exceptionnelle, et on a l'impression qu'on y est aussi, qu'il peut se représenter puisqu'il est togolais, et que si on fait la réforme constitutionnelle pour 2 mandats, encore, et c'est là où la situation se complique, parce qu'on se dit comment ça va se passer. Il y a beaucoup d'interrogations. De toutes les manières, ils sont tous togolais. Il faut qu'ils aillent à la table de négociation. C'est assez, toutes ces situations de population qui souffrent déjà, qu'on met dans la rue. Et de répression. C'est assez également ces répressions et toutes ces situations. Mais, on dit aussi que lorsqu'on est dans les relations internationales, lorsqu'on est dans la géopolitique, les conflits aussi ont des vertus thérapeutiques. Ça fait mal, fait mal, mais c'est un langage. Mais ça règle quelque comprendre. chose. Oui, ça. Alors, professeur Antoine Chakran, vous êtes de son avis. Est-ce que vous pensez effectivement que, eh bien, si de ce dialogue-là, il ressortait par exemple qu'il suffit que ce ne soit plus fort, d'accord, que pour la transition, qu'on prenne quelqu'un d'autre du parti UNIR, vous pensez que ça peut être une solution et que l'opposition pourrait être d'accord avec ce point? J'ai pas dit ça. J'ai dit que si ce sont des hypothèses. Des hypothèses. Voilà, okay. justement. Écoutez, une transition brutale au Togo, j'estime pour ma part qu'elle va encore déstabiliser davantage le pays. Parce que, vous savez, le pouvoir de M. Faure et Eyadema est un pouvoir, je dirais, clanique, mais très puissant. Et si vous analysez à fond les différentes institutions du pays, elles sont dirigées par les proches du pouvoir, par les éléments de feu et Eyadema. C'est-à-dire que des gens qui maîtrisent le pays, et généralement, c'est des gens du nord du Togo. Du nord du Togo. C'est des gens qui ne vont pas du jour au lendemain accepter qu'il y ait une transition politique au Togo. N'oubliez pas, les années 90, la crise qui a secoué le pays, les gens ont voulu imiter le Bénin. Et ça me rappelle encore une citation d'un grand politique français qui dit que la démocratie béninoise est souvent enviée, souvent convoitée, mais elle est jamais inégale, en tout cas dans l'espace CEDEAO. Nous avons une démocratie riche au Bénin. Pour le cas de Togo, je vous dis, ce n'est pas chose facile. Tout à l'heure, vous dites qu'il serait peut-être mieux que le président fasse une promesse. Promesse à qui? Donne sa parole, parce que rassure, c'est ça. Non, écoutez, c'est déjà un président qu'on connaît très bien, dans cette dérive autoritaire, si on peut le dire ainsi, parfois. C'est vrai, si on estime même que c'est un président qui a été élu sur des bases, je dirais, constitutionnelles, des bases démocratiques, n'oublions pas le côté arbitraire du président Faure Eyadema. Vous avez dit qu'il pourrait donner sa parole et ne pas la respecter. Moi, j'estime pour ma part que la crédibilité de ce dialogue viendrait absolument de la communauté internationale. C'est pourquoi j'ai insisté sur le rôle que joue aujourd'hui M. Faure en tant que président en exercice de la CEDEAO. À ce niveau-là, il y a un couloir diplomatique qui est affigé, absolument. Le président de la commission, notre confrère, notre compatriote Marcel de Souza, sans doute, administre là un pouvoir diplomatique avéré. Il y a la France qui joue son rôle, il y a l'Union africaine qui joue son rôle. C'est à ce niveau-là, je estime pour ma part que le dialogue, en tout cas, voulu par l'opposition, aura un sens. Parce que c'est vrai, les démarches viennent du gouvernement. C'est bien, déjà. En tant que pouvoir central, ils ont estimé, ils ont compris que, attention, il est grand temps qu'on s'asseye autour d'une même table. Même si ce n'est pas, en tout cas, une initiative appuyée par la communauté internationale, l'Union africaine et la CEDEAO, je crois que cette démarche va vouer encore l'échec. Et ce serait dommage pour le Togo. Alors, Héribert Labelle-Adjovi, dites-nous, si on devrait pronostiquer sur la situation au Togo, quelles pourraient être les perspectives? Mais je crois que l'une des meilleures perspectives serait un gouvernement de transition avec l'opposition qui accepte, comme on le dit dans d'autres pays, venir pour qu'ensemble ébauche la jarre trouée et qu'au terme de cette transition, que l'on rabatte les cartes et que ceux qui veulent se présenter à la présidentielle, mais une présidentielle libre, crédible, se présentent et le peuple décidera de qui passera. Mais lorsqu'on le dit, l'opposition va certainement dire
Faure est là depuis 12 ans, mais selon eux, Faure est là depuis 50 ans. Et c'est un débat. Il n'y a que les Togolais qui peuvent trouver la meilleure formule à travers le génie togolais. Et on espère qu'une solution efficace et durable sera donc trouvée à la crise au Togo. C'est ce qu'on espère en tout cas, parce que quand le Togo va mal, les pays environnants le seront également, et c'est parce que ce qu'on souhaite. Alors nous allons très rapidement passer sur notre deuxième sujet du jour pour parler bien sûr de la Guinée-Bissau. Ouverture de dialogue, est un espoir de sortie de crise. Alors le président a demandé donc qu'on ouvre un dialogue parce que le pays est plongé dans une crise depuis août 2015 avec la destitution du premier ministre d'alors. Je veux nommer Domingos Simoes Pereira. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, experts de la géopolitique? D'abord, c'est déjà encore un pays dans l'espace CEDEAO, donc ça me réjouit parce qu'on parle de dialogue au Togo, on parle de dialogue en Guinée-Bissau, c'est l'espace CEDEAO. Crise politique dans les deux pays. Dans les deux pays. Donc, de manière ou d'une autre, c'est la communauté qui est concernée, la CEDEAO qui est concernée. Les démarches seront en tout cas diplomatiques, à tout prix à ce niveau-là. Pour ce qui concerne donc, la Guinée-Bissau, vous savez, c'est un pays qui a longtemps souffert d'instabilité institutionnelle, instabilité politique. Si vous regardez très bien les indices aujourd'hui économiques, si on prend les 15 pays de la CEDEAO, la Guinée est au bas de l'échelle. Même les estimations du FMI, de la Banque mondiale, la Guinée a encore des efforts à fournir pour relever un peu le défi. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la crise politique qui sévit dans ce pays-là, mais c'est aussi une crise économique. Et le départ, donc, vous vous rappelez, donc, du Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Exactement. C'est encore une illustration parfaite que le pays va très mal. Alors, les démarches entreprises par le gouvernement, en tout cas par le président, je le répète, sont des démarches salutaires. C'est la seule arme la plus puissante pour vaincre toute fatalité en termes de démocratie, le dialogue. Et si un président émet l'idée de dialoguer avec la classe opposante, je crois que c'est un effort louable. Mais est-ce que, vu en tout cas, je dirais, les fossés économiques d'ordre social qui sévissent dans le pays, est-ce que cette démarche-là va permettre à long terme de restituer une certaine confiance du pouvoir? C'est là la question. Mais je crois que c'est déjà un pas salutaire. Espérons le voir. Peut-être avec l'aide de la communauté internationale, la Guinée aussi peut en tout cas se restituer, se relever et redonner un tant soit peu l'espoir aux Guinéens. Alors, professeur Antoine Chakran, je vous retiens et j'aimerais vous demander, parce que là, le cas de la Guinée-Bissau est quand même particulier. L'ancien Premier ministre qui a été donc limogé depuis août 2015, c'est encore lui le président du parti au pouvoir. Et déjà, le problème, c'est pas seulement avec l'opposition maintenant, mais au sein même du parti au pouvoir, il y a des divisions. D'abord, il faut d'abord avoir une idée. Pourquoi il est parti? Pourquoi il a été limogé? Quand on parle des pouvoirs politiques au Bénin, surtout les partis politiques ne sont pas homogènes. C'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une guerre de leadership pour des pouvoirs politiques, des partis politiques. Absolument. Ah, voilà. Peut-être, lui, il a été limogé peut-être parce que en tout cas, son entourage, il n'y a pas une certaine homogénéité, il n'y a pas un consensus absolu. Donc, le président est contraint de faire partie. Maintenant, il est à la tête du parti au pouvoir. C'est là que ça devient un peu difficile. Est-ce que le président va vouloir à tout prix l'écouter? C'est-à-dire que faire en sorte que d'abord qu'il y ait un consensus au sein du parti, le parti au pouvoir. Et c'est là que ça serait peut-être un peu en tout cas, intéressant. Si au sein du parti qu'il a porté au pouvoir, il n'y a pas de consensus, son pouvoir sera fragile et même toutes les tentatives de dialogue vont échouer. Donc il faudrait d'abord apaiser en tout cas, les tensions internes. On dit la maison est belle lorsque chacun reconnaît sa part de labeur. Donc il faut d'abord apaiser les tensions internes au sein du parti. Et c'est après ça maintenant que je crois que les démarches en termes de dialogue social national auront un sens. Et justement, le président José qui a donc demandé qu'il y ait une ouverture d'un dialogue également en Guinée-Bissau, mais déjà l'opposition rejette cette idée-là. C'est presque le même problème qu'on a au Togo, qui se répète en Guinée-Bissau. Mais bien sûr, parce que vous savez, pour extrapoler, je dirais, nous nous retrouvons justement plus de 50 ans après les indépendances africaines dans une situation où il faudra se regarder en face et voir que les institutions politiques que nous avons ne reflètent pas forcément nos réalités intrinsèques. Parce que lorsque le colonisateur a installé quelque chose, vous avez dit que vous voulez l'indépendance. L'indépendance est plus ou moins effective, mais concrètement, l'architecture politique
installés par le colonisateur pour pouvoir, comment on appelle, continuer d'exploiter les pays colonisés, ça se perpétue. Lorsque c'est comme cela, vous ne pouvez qu'assister qu'à des instabilités. Et c'est ce qu'on a au Togo, c'est ce qu'on a en Guinée, c'est ce qu'on a un peu partout sur le continent africain. Parce que nous avons une autre manière de penser la politique avant que le colonisateur ne vienne. Mais nous avons dit l'indépendance, mais nous ne nous sommes pas regardés pour aller dans notre génie intérieur, pour rechercher ou retrouver nos valeurs intrinsèques, pour installer des institutions qui répondent vraiment à nos réalités. Et c'est à ça qu'on assiste. C'est à ça qu'on assiste, même en Guinée-Bissau. Vous vous rendez compte, si l'opposition en arrive à rejeter le dialogue, ça voudra dire que l'opposition n'a pas confiance en ce pouvoir et que le président a été élu démocratiquement ou pas. L'opposition estime avoir la manière dont le pays est géré, que ce n'est pas rassurant et qu'il faudrait éventuellement des élections anticipées, qu'il faudrait éventuellement faire partie celui qui est là et que c'est lui le problème. Mais si nous regardons de près, je ne veux pas circonscrire la situation à la Guinée-Bissau, on a souvent des hommes d'État sur qui on compte, on se dit qu'arrivés une fois au pouvoir, ils vont changer la donne. Mais généralement, quand ils viennent face aux réalités intrinsèques, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent pas faire grand-chose, puisque tu es venu au pouvoir avec un parti politique et donc tu es dans une certaine mesure obligé, pas de distribuer le gâteau, mais de toutes les manières de faire en sorte que ceux qui t'ont porté au pouvoir puissent voir les résultats du pouvoir. Et ça, derrière les résultats du pouvoir, il y a beaucoup de choses. Et donc, l'opposition se retrouve dans une situation où elle se dit, trop, c'est trop. Et il va falloir qu'au-delà du dialogue politique, que le président parte avec ce dialogue-là. Voilà, et nous allons vers la fin de cette émission déjà dans quelques minutes. Il ne faut pas oublier que la situation en Guinée-Bissau, il y a déjà eu un accord de Conakry avec le président de l'Union africaine sur la question. Et vous vous rappelez que quand il y a eu la nomination du Premier ministre après Domingos, eh bien, cette nomination a été rejetée, que même le PAIGC a rejeté la nomination du ministre Omaro, et à chaque fois disant que eh bien, le président n'a pas respecté l'accord de Conakry par rapport à ça, qui voudrait qu'il y ait une nomination consensuelle, qu'il y ait un choix consensuel. Alors le problème demeure en Guinée-Bissau et on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel et que cela ne va pas s'arrêter. Écoutez, si on prend les 15 pays de la CEDEAO, c'est encore en Guinée-Bissau jusqu'à aujourd'hui que je dirais, après les recherches faites, que je dirais la profondeur, les dimensions ethniques pèsent encore dans la gouvernance politique interne. Ce qui se passe au Togo, c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure à l'entame, en Guinée-Bissau, pardon, je l'ai dit à l'entame, ce n'est pas seulement une crise d'ordre politique. Si vous regardez bien, même la zone sud du pays, Guinée-Bissau, où il y a, je dirais, des éminents généraux qui ont été évincés par le passé du pouvoir. Il y a une certaine revanche politique à l'interne. Dans la zone nord, il y a des puissances ethniques qui, par le passé, avaient géré le pouvoir. Donc, il y a un certain nombre de rivalités entre classe militaire et classe ethnique. Premier aspect. Second aspect, je dirais que dans l'espace CEDEAO, aujourd'hui, c'est à Guinée-Bissau, si on essaie d'analyser les indices économiques, qu'il y a vraiment catastrophe économique. C'est-à-dire qu'en termes de gouvernance interne, il y a des problèmes. Le taux de chômage est très élevé dans l'espace CEDEAO, en Guinée-Bissau. Il y a des amis avec qui qui sont là-bas, qui croupissent encore dans la misère. Donc, ça veut dire que la crise, en tout cas en Guinée-Bissau, n'est pas une crise qu'il faut régler du jour au lendemain. C'est une crise profonde. Ce n'est pas une crise qu'il faut régler du jour au lendemain. Il faut une démarche méthodique. Et je dis, quelles que soient les tensions internes, quelles que soient les démarches entreprises par le gouvernement, ce n'est pas un problème qu'on allons régler. Même si la communauté internationale s'insérait, il faut justement que les Bissau-Guinéens comprennent justement le sens profond du patriotisme et qu'ils fassent preuve de retenue pour que justement, à long terme, la Guinée-Bissau aussi ressorte, en tout cas, de vraies valeurs démocratiques et que la stabilité politique y règne. C'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas, Heribert Labelle Adjovi? Nous sommes à la fin de cette édition. Encore un mot avant de finir, très rapidement. Mais juste un mot.
quel que soit ce qui se passe, que ce soit au Togo, que ce soit en Guinée-Bissau, c'est d'abord et avant tout aux populations du pays, donc à la classe politique, de donner la solution. Il n'y a pas de solution miracle, mais au-delà de tout, il faut penser à l'intérêt national. Et professeur Antoine Chakran? Mais je partage donc le point de vue donc, de mon ami. C'est l'intérêt national qui doit en tout cas prévaloir, faire en sorte que justement que la stabilité règne pour que justement les citoyens de ce pays-là retrouvent, je dirais, un truc, la prospérité économique. Parce que l'Afrique en a besoin. Et s'il y a crise au Togo, s'il y a crise en Guinée-Bissau, le Bénin est concerné, c'est la face de Diao. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour une paix durable dans ces deux pays. Merci à vous, Héribert Labelle Adjovi. Merci au professeur Antoine Chakran également. C'est la fin déjà de cette émission que nous avons eu du plaisir à vous présenter, mesdames et messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Merci beaucoup encore une fois. J'espère que vous avez...